Alors c'est Sophie Navarre. Hein. Bonjour Sophie. Bonjour. Et vous allez nous montrer quels trous lamellaires maculaires opérer et comment les opérer. Pas comment. Enfin, ça restera juste sur Mais la quelles sont conclusion. les indications? C'était pourquoi et quand opérer, parce que c'est déjà un vaste sujet. Donc les trous maculaires lamellaires ont été décrits par Gass il y a maintenant 50 ans. L'étiologie, elle reste encore débattue, mais le primum movens du trou lamellaire, c'est le décollement postérieur du vitré, avec un arrachement d'une lamelle fovéolaire et un élargissement progressif, un amincissement de la fovea et l'apparition d'une cavitation qui est probablement liée à la perte du cône des cellules de Müller, qui sont des cellules de soutien, avec un possible mécanisme dégénératif. On peut voir aussi des trous maculaires lamellaires sur des œdèmes maculaires chroniques évolués, des DMLA à un stade évolué également, ou des télangiectasies maculaires à un stade tardif. C'est l'OCT qui a permis de bien caractériser les trous maculaires lamellaires, mais il a quand même souffert d'une confusion en termes de terminologie, notamment lorsque on a parlé de trous maculaires lamellaires dégénératifs versus les trous lamellaires tractionnels, qui sont une terminologie plutôt pas adaptée, et on parle plutôt maintenant de trous lamellaires, qui correspond au dégénératif ancien, et de membrane épirétinienne avec fovéoschisis. C'est ce qu'a montré brillamment Alain Godric avec cet article publié en 2013 dans l'American Journal, avec un titre très parlant et très élégant qui dit que les membranes épirétiniennes avec fovéoschisis sont à rapprocher des pseudo-trous maculaires avec l'existence d'une vraie membrane contractile qui est différente dans le pseudo-trou maculaire. Dans le pseudo-trou maculaire, on a un épicentre de la membrane épirétinienne qui est fovéolaire avec une contraction homogène tout autour du trou, une contraction centripète. Alors que dans les membranes épirétiniennes avec fovéoschisis, il a montré que l'OCT en face montre des nœuds de rétraction qui sont excentrés, qui peuvent être multiples et qui vont créer une traction avec un épaississement de la rétine et cet aspect de kyste au niveau des couches de la couche des fibres de Henle. Alors que dans le trou lamellaire, sur l'OCT en face, il n'y a aucun plissement, il n'y a pas de contraction de la membrane et on a un amincissement de la rétine et cet aspect kystique. Récemment, en 2020, il y a un panel d'experts international qui a défini les critères consensuels de définition OCT du trou lamellaire, avec 3 critères obligatoires qui sont ce contour fovéal irrégulier, la présence d'une cavitation fovéolaire avec cet aspect de schisis au niveau de la rétine externe, de la rétine interne, et la perte partielle du tissu fovéal. Il a également décrit 3 critères optionnels, fréquemment retrouvés dans les trous lamellaires évolués, le bombement fovéal central, possibilité d'avoir des interruptions de la ligne ellipsoïde et très fréquemment la visualisation de la prolifération épirétinienne. Donc, cette prolifération épirétinienne, elle a été décrite par Pang en 2014 et elle est à distinguer des membranes épirétiniennes. Les membranes épirétiniennes, elles sont hyper réflectives. Elles ont une adhérence variable mais souvent partielle avec ces petits ponts, ce plissement de la rétine en surface qu'on voit très bien ici. Et sur l'OCT en face, on aura une contraction et un plissement de la rétine. Elle est composée essentiellement de myofibroblastes, alors que la prolifération épirétinienne que l'on voit dans les trous lamellaires, elle est très adhérente, sans zone de clivage, elle est assez difficile à disséquer, comme le disait Alban. Et sur l'OCT en face, on n'a pas de pli. Elle est plutôt composée de hyalocytes et de fibroblastes. Son origine cellulaire, elle est encore discutée. Il pourrait s'agir de résidus de cortex vitréen ou de cellules de Müller qui auraient migré et qui se seraient différenciées. Donc l'histoire naturelle des trous lamellaires, c'est quand même assez rare. Et historiquement, on avait tendance à dire que les trous lamellaires étaient plutôt stables, avec de très rares cas, mais quelques cas décrits de fermeture spontanée, notamment grâce à la prolifération de cette prolifération épirétinienne, mais très rare, et que 20-30% des patients progressaient sur le plan OCT avec éventuellement baisse d'acuité visuelle. Il faut retenir que ces trous lamellaires peuvent évoluer vers un trou maculaire de pleine épaisseur. Donc là, je vous rapporte le cas d'un patient qui présentait un trou lamellaire débutant. On voit cette cavité fovéolaire, cette scission des bords du kyste, un amincissement qui est modéré et une baisse d'acuité visuelle très légère. Donc le patient est quasiment asymptomatique. On décide de le surveiller et de le revoir 6 mois après.
Et finalement, à 6 mois, il a quand même plutôt évolué. Le trou lamellaire s'est élargi, la fovea s'est amincie. Il a une acuité visuelle à 5/10 P4, il se sent peu gêné, donc on convient de continuer la surveillance. Et en fait, il revient plus rapidement que prévu, avec une baisse d'acuité visuelle très significative et l'évolution vers un trou maculaire de pleine épaisseur qui sera opéré avec vitrectomie, volet de limitante interne qui recouvre la fovea et tamponnement par gaz qui a permis une bonne fermeture du trou, une amélioration fonctionnelle. On retrouve l'acuité visuelle antérieure. Donc, l'histoire naturelle des trous lamellaires, elle est rediscutée, notamment à la lumière de cette nouvelle classification, avec cette étude allemande qui a analysé de façon rétrospective l'évolution sur 5 ans des trous lamellaires et des pseudotrous ou membranes avec schisis, et qui montre que le groupe trous lamellaires surveillés présente sur un suivi d'au moins 5 ans une aggravation statistiquement significative de l'acuité visuelle versus le groupe pseudotrous et membranes avec schisis non opérés. En ce qui concerne le groupe opéré, alors clairement sur les pseudotrous et les membranes, on a une amélioration statistiquement significative de l'acuité, ce qui est classiquement connu. Les membranes, on sait que la chirurgie permet une amélioration significative de l'acuité. Pour les trous lamellaires, on a une tendance vers l'amélioration de l'acuité sans que ce soit complètement significatif. Dans cette autre étude de Denise Compera, elle a analysé, elle a étudié spécifiquement les trous lamellaires avec prolifération épirétinienne sur un suivi moyen de quasiment 4 ans. Et 71% des patients présentent une augmentation de la taille du trou lamellaire, avec une corrélation entre l'augmentation de la taille du trou lamellaire et la progression de cette prolifération épirétinienne. Avec également une corrélation entre l'augmentation de la taille du trou et la présence d'une baisse d'acuité visuelle, et une augmentation significative sur le suivi des patients présentant des altérations de la zone ellipsoïde. Donc on voit bien que le trou lamellaire est quand même une pathologie évolutive. Et enfin, je vous parlerai de cette dernière étude multicentrique publiée par Ismaël Chaibou l'an dernier, qui est la plus grande série rétrospective d'analyse des cas de trous lamellaires, avec l'étude de 2 groupes de patients, un groupe de 89 yeux surveillés et un groupe de 89 yeux opérés. Dans le groupe surveillance, quand on compare l'acuité visuelle moyenne, finale et initiale, il n'y a pas de différence significative, mais il y a quand même 15% des patients qui ont présenté une baisse d'acuité visuelle significative de 0,2 logmar. La surveillance OCT de ces patients non opérés, il y a 10% des patients qui présentent une altération de la membrane limitante externe, 30% quasiment d'apparition de la zone ellipsoïde, et 10% des patients avaient présenté un trou maculaire de pleine épaisseur sur le suivi. Dans le groupe opéré, il y avait une amélioration statistiquement significative de l'acuité visuelle moyenne, finale versus initiale. Quasiment la moitié des patients présentaient un gain d'acuité visuelle significatif, et quand même un groupe de 15% de patients qui présentaient une baisse d'acuité visuelle post-opératoire. Sur l'analyse OCT, 61% des patients présentaient une amélioration de la membrane limitante externe, 43% amélioration de la zone ellipsoïde, et 9% des patients avaient présenté un trou maculaire de pleine épaisseur en post-opératoire. Donc je vous rappelle, c'était une étude rétrospective, donc les chirurgiens utilisaient, il n'y avait pas de guidelines sur la technique chirurgicale opérée. Donc l'analyse de ces cas de trou maculaire post-opératoire retrouvait comme facteurs de risque principaux des altérations de la zone ellipsoïde préopératoire et l'absence de pelage de la limitante interne qui doit être réalisée dans la chirurgie du trou lamellaire. Donc en conclusion, pourquoi opérer? Parce que finalement, le trou lamellaire, c'est une pathologie qui pouvant être évolutive et que les résultats chirurgicaux, donc on a essentiellement des études rétrospectives, mais sont plutôt bons, sous réserve d'une technique chirurgicale prudente, avec un pelage non traumatique de la prolifération épirétinienne, avec réalisation d'une épargne fovéale, avec réalisation d'un lambeau qui va combler le trou lamellaire. Le pelage de la limitante interne est indispensable pour éviter et se prévenir de ces trous maculaires post-opératoires,
Alors, quand opéré, lorsque le trou lamellaire est symptomatique et évolutif, ce n'est pas une indication chirurgicale urgente, on peut tout à fait surveiller le patient. En cas de prolifération épirétinienne, en cas d'atteinte de la zone ellipsoïde et probablement avant. Et il faut tout de même prévenir les patients que la récupération post-opératoire sera forcément limitée du fait de la pathologie sous-jacente. Il y a quand même une perte de tissu et on sait qu'avec la chirurgie, on ne restaurera pas une fovéa tout à fait normale. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Les questions vers la fin. Et tu as une question ? Non, et du coup, est-ce que toi, tu as un cut-off d'acuité visuelle? Parce que maintenant, il rentre dans le cadre, il rentre dans le cadre des pathologies chirurgicales où plus on opère tard, moins on récupère. Et plus on opère tôt, plus on récupère, mais avec un taux de complication qui est de 10%, on l'a vu. Après, moi, je conserve quand même le cut-off du 5-6 dixième, qui reste quand même... ça reste... je ne sais pas comment vous faites, mais... ça me reste, je pense que c'est une acuité visuelle. Surtout sur l'acuité visuelle de près, qui est quand même la plus sensible pour une maculopathie évolutive. Mais effectivement, l'altération des lignes ellipsoïdes, mais surtout l'amincissement de l'épaisseur centrofovéale évolutive. Le suivi, oui, tout à fait. Tu as bien noté que le diamètre du trou lamellaire était un facteur péjoratif dans l'évolution, mais également l'épaisseur centrofovéale, qui est, à mon sens, un des critères les plus... Et on parlait d'IA aussi, il y a un article qui a été publié il n'y a pas très longtemps, en fait, qui retrouve les critères classiques, l'épaisseur fovéale, des choses comme ça, et des critères aussi OCT angio, avec l'analyse du réseau capillaire superficiel et profond, et également de la choriocapillaire, qui pourrait être un paramètre à prendre en compte. Et moi, j'avais une petite question sur le traitement, Sophie. Quand tu les opères, est-ce que tu fais systématiquement un tamponnement ? Non, pas forcément. Non. D'accord. L'ablation de la limitante interne dans ces chirurgies, c'est peut-être un détail, mais on recommande également de ne pas retirer la tache fovéolaire, de respecter un foveal sparing. On va peler la limitante interne et la rabattre, parce qu'on sait que c'est un des facteurs de risque également de conversion vers un trou maculaire. 10% des trous lamellaires opérés se terminent en trou maculaire. Donc disséquer la limitante, oui, mais respecter son attache au centre. Et personnellement, moi, je mets un tamponnement. Tu mets un tamponnement par air par air, oui. Par air, avec un positionnement 24 heures. Le concentré plaquettaire, tu as une expérience ? Alors, dans les trous maculaires de pleine épaisseur, ça a été proposé il y a bien longtemps. Dans les trous lamellaires, non, j'ai pas l'expérience. Mais... Merci.